J'ai étranglé mon meilleur ami d'un geste si précis que ses yeux ont imploré le pardon avant de s'éteindre. Et pourtant, c'était lui qui m'avait poignardé dans le dos 10 ans plus tôt. J'ai enterré le secret de sa mort sous les pavés de Montmartre, mais chaque nuit, son fantôme me visite non pas pour se venger, mais pour me supplier de détruire la femme qui nous a tous les deux trahis. Et le plus fou? Je suis mort depuis des années, un pion invisible dans un jeu de dupes orchestré par une sorcière parisienne qui collectionne les âmes brisées comme des bijoux Chanel. Paris, cette ville des lumières qui cache tant d'ombres, m'a toujours semblé être un labyrinthe de trahisons élégantes. J'étais Lucien Duval, ou du moins, c'est ce que je croyais encore à l'époque où mon cœur battait vraiment. Né dans le quartier du Marais, fils d'un boulanger et d'une couturière qui rêvait d'ascension sociale, j'avais gravi les échelons de la société française avec la ténacité d'un rat des rues devenu loup de la finance. À 35 ans, j'étais banquier chez BNP Paribas, marié à Élise, une beauté aux yeux verts qui aurait pu poser pour Ingres, et ami inséparable de Victor Langlois, mon frère d'armes depuis l'école polytechnique. Nous partagions tout, les vers de Bordeaux Procope, les secrets murmurés sous les arcades de la rue de Rivoli, et même, un jour, la trahison qui nous liait comme une chaîne rouillée. Tout a commencé par un mensonge anodin, ou du moins, c'est ce que je me disais pour dormir la nuit. Victor et moi gérions un fonds d'investissement opaque, un de ces paradis fiscaux déguisés en opportunités pour les riches exilés fiscaux. C'est du génie, Lucien, me soufflait-il lors de nos dîners au Fouquet's, ses yeux brillants comme ceux d'un renard qui a flairé la proie. On prend un peu à Pierre pour en donner à Paul, et tout le monde est content. Mais Pierre, en l'occurrence, était un client russe, un oligarque bedonnant nommé Ivanov, qui avait investi des millions en espérant des retours sur investissement dans des vignobles bordelais. Au lieu de cela, Victor avait détourné les fonds vers un compte offshore aux Caïmans, finançant son addiction au jeu et à une maîtresse qui coûtait plus cher qu'un appartement à Neuilly. Je l'ai découvert un soir de pluie battante, en novembre 2015, alors que les attentats venaient de secouer la ville et que Paris saignait encore. Rentré plus tôt de la banque, trempé jusqu'aux os, j'ai trouvé les relevés bancaires falsifiés sur son bureau, chez lui, dans cet hôtel particulier du 7e arrondissement qu'il avait acheté avec notre sueur commune. Élise était là, bien sûr. Pas par hasard. Elle était levée contre lui sur le canapé en velours rouge, riant à une blague que je n'entendrai jamais. « Victor, chérie, avec ça, on pourra enfin fuir à Saint-Tropez, » murmurait-elle, sa main glissant sous sa chemise comme une vipère dans l'herbe. Mon meilleur ami et ma femme. La trahison était si parfaite, si française dans son raffinement cruel, que j'en ai ri, un rire qui s'est brisé en sanglots quand j'ai compris l'ampleur du vol. 20 millions d'euros, disparus comme un mirage dans la Seine. Je n'ai pas crié. Pas tout de suite. Au lieu de cela, j'ai attendu. J'ai attendu comme un chasseur patient dans les sous-bois de Fontainebleau, observant le cerf s'abreuver avant de tendre l'arc. Le lendemain, j'ai confronté Victor au bureau, sous le portrait géant de Napoléon qui veillait sur nous depuis le mur lambrissé. « Explique-moi, Victor. Explique-moi comment tu as pu me mettre dans ce pétrin. » Il a blêmi, ses lèvres tremblant comme celles d'un enfant pris en faute, mais ses yeux, ses yeux, brillaient d'une ruse calculée. « Lucien, mon vieux, c'est Élise qui a insisté. Elle voulait plus, toujours plus. J'ai essayé de refuser, mais... » Il a haussé les épaules, ce geste si typiquement français qui signifie « Que veux-tu y faire ?» Élise. Ma Élise, avec ses parfums de Chanel numéro 5 et ses promesses chuchotées au creux de l'oreille lors de nos nuits à l'Opéra Garnier. Elle avait toujours été ambitieuse, une fille de province montée à Paris pour conquérir, mais je n'avais jamais imaginé qu'elle me sacrifierait sur l'autel de son avidité. Ce soir-là, je l'ai suivie jusqu'à notre appartement haussmannien, rue des Saints-Pères. Elle rentrait tard, prétextant un essayage chez Dior. Je l'ai vue ôter son manteau, révélant une robe rouge sans qui collait à sa peau comme une seconde trahison. « Où étais-tu » ai-je demandé, ma voix calme comme la surface d'un étang avant la tempête. Elle a souri, ce sourire qui m'avait fait tomber amoureux 10 ans plus tôt. Au théâtre, mon amour. Une répétition pour notre anniversaire. Le mensonge était si fluide, si poétique, que j'ai failli y croire. Mais je savais. Et savoir, en France, c'est déjà commencé à comploter. Les jours suivants, j'ai fouillé. J'ai engagé un détective privé, un ancien flic de la PJ au nez cassé et à l'accent marseillais, qui m'a livré des photos compromettantes. Victor et Élise dans un hôtel de la Côte d'Azur, riant nus sur un balcon face à la mer Méditerranée. Pire encore, les documents prouvaient que c'était elle, l'instigateur. Elle avait convaincu Victor de falsifier les signatures, arguant que j'étais trop honnête pour comprendre les nécessités du monde moderne. Lucien est un idéaliste, avait-elle écrit dans un email intercepté. Il portera le chapeau si ça tourne mal. C'est parfait. Gánh tội thay người khác. Voilà le poison qu'il m'avait préparé. Quand Ivanov a découvert la fraude au
il a découvert, ce barbare au cœur de glace. Ce n'était pas Victor qu'il voulait égorger, mais moi. Parce que mon nom était sur les papiers, mon sceau sur les contrats. Monsieur Duval, a-t-il grogné lors de notre rencontre forcée dans un café enfumé du quartier latin, ses gardes du corps comme des ombres menaçantes. En Russie, on règle ça à la vodka ou à la balle. Choisi. J'ai choisi la prison. Pas par bonté d'âme, mais par calcul. J'ai plaidé coupable, alléguant une erreur de jeunesse, un moment d'égarement. Le juge, un vieil aristocrate aux lunettes pincénées, m'a condamné à 10 ans ferme à la santé, cette forteresse grise qui avale les âmes comme un ogre affamé. Victor a assisté au procès, bien sûr. Assis au fond de la salle du palais de justice, il a versé une larme crocodile, murmurant à la presse « C'est une tragédie. Lucien était comme un frère. » Élise, elle n'est pas venue. Elle envoyait des lettres, des mots doux sur papier parfumé, promettant de m'attendre. « Je t'aime, mon Lucien. C'est une épreuve que nous surmonterons ensemble. » Des mensonges qui me rongeaient comme de l'acide. En cellule, sous les néons froids et les cris des gardiens, j'ai juré vengeance. Pas une vengeance brute, américaine, avec des flingues et des explosions. Non, une vengeance française, lente, raffinée, empoisonnée de mots et de silence. J'allais les ruiner, les humilier, les forcer à se regarder dans le miroir de leur culpabilité jusqu'à ce que leurs âmes se brisent. Les années à la santé ont été un purgatoire. J'ai lu Proust dans la lumière jaunâtre, rêvant des madeleines trempées dans le thé de Combray. J'ai appris le droit en autodidacte, correspondu avec des avocats véreux qui promettaient des appels. Mais le vrai travail se faisait dans l'ombre, des lettres codées à un cousin hacker à Lyon qui piratait les comptes de Victor. J'apprenais qu'il avait monté en grade, devenant directeur adjoint à la banque, épousant Élise dans une cérémonie discrète à Notre-Dame-des-Victoires. Monsieur et Madame Langlois, titraient les journaux People, un couple uni par le destin. Le destin, quel beau mot pour masquer la pourriture. Libéré en 2025, après une remise de peine pour bonne conduite, je suis sorti sous un ciel de plomb, la Seine gonflée par les pluies d'automne. Paris avait changé. Plus de tours de verre le long des berges, plus de touristes masqués, mais l'odeur de la trahison était la même. J'ai loué un studio miteux à Belleville, chez une vieille Algérienne qui louait des chambres à des fantômes comme moi. Et c'est là, dans le silence de la nuit, que les premiers signes sont apparus. Des murmures. Des ombres qui dansaient au coin de ma vision. Victor, mort? Non, pas encore. Mais son fantôme, où était-ce le mien? Me visitait déjà, me poussant vers l'abîme. J'ai commencé par Élise. Facile à localiser. Elle avait ouvert une galerie d'art contemporain dans le Marais, Élise Duval, œuvre oubliée, ironie du sort. Exposant des toiles abstraites de jeunes artistes fauchés, elle se pavanait en tailleur Chanel, recevant la crème de la société parisienne. J'y suis allé incognito, barbu, en manteau usé, posant comme un collectionneur provincial. Votre exposition est fascinante, madame, ai-je dit, ma voix voilée par des années de tabac de contrebande. Elle m'a regardé, un éclat de reconnaissance dans les yeux, vite étouffé. Merci, monsieur. Les âmes perdues nous parlent, n'est-ce pas? Les âmes perdues. Si elle savait. Ce soir-là, j'ai saboté sa première grande vente. Un appel anonyme à un mécène, révélant que l'artiste star était un faussaire. Le scandale a éclaté comme une bulle de champagne éventée. Élise a pleuré dans les colonnes du Figaro, une calomnie qui brise des rêves. Mais ce n'était que le début. Victor, lui, était plus coriace. Directeur maintenant, il naviguait les eaux troubles de la finance avec l'aisance d'un dauphin. J'ai attendu mon moment, patient comme un vin de Bourgogne qui mûrit en cave. Un mois plus tard, lors d'une réception à l'hôtel Plaza Athénée, je l'ai approché. Il était là, en smoking Armani, toaster un verre de Krug avec des investisseurs qataris. « Victor », ai-je murmuré en m'approchant, mon visage à moitié caché par un masque vénitien, vestige d'une soirée masquée. Il s'est retourné, son verre suspendu. « Qui ?» Puis la révélation, lente comme un poison. « Lucien ? Mon Dieu, c'est toi. » Son étreinte était sincère, ou du moins, bien jouée. « Pardonne-moi, frère. J'ai essayé de t'aider en prison, des avocats, des fonds. » Mensonge. J'ai souri, serrant sa main un peu trop fort. « Laisse-le passer, Victor. Buvez à notre amitié retrouvée. » Dans son verre, un peu de belladone pilée, discrète, importée de Provence via un herboriste complice. Rien de mortel, juste assez pour le faire vomir ses tripes devant les caméras de BFM. Le lendemain, les tabloïds titraient « Le banquier star empoisonné, scandale à l'Athénée ». Victor, pâle comme un linge, jurait innocence. Mais les rumeurs enflaient, dette de jeu,
maîtresse jalouse. Pourtant, au milieu de ce chaos que je tissais, quelque chose clochait. Mes mains traversaient parfois les objets, comme si je n'étais qu'un souffle. Les miroirs refusaient mon reflet. Et Victor. Il me parlait dans mes rêves, non pas en accusateur, mais en allié. Fais-le, Lucien. Détruis-la. Elle m'a tué en premier. Mort? Victor était vivant, je le voyais aux infos. Où étais-je fou? La vengeance prenait un tour UAM, comme un roman de Simenon où le narrateur doute de sa propre peau. Les nuits à Belleville étaient un tourbillon de néons et de regrets. Ma logeuse, Fatima, me servait du thé à la menthe fort comme un uppercut, me racontant des histoires de son Algérie natale pour chasser les démons. Les fantômes ne dorment pas, monsieur Lucien, disait-elle en versant le liquide brûlant. Ils errent jusqu'à ce que justice soit faite. Justice. Quel mot galvaudé en France, pays des Lumières où l'ombre de la guillotine plane encore sur les places publiques. J'aurais ri si je n'avais pas commencé à me demander si j'étais vraiment en chair et en os. Après l'incident du Plaza, Victor s'est erré dans sa villa de Deauville, prétextant une grippe. Élise, elle, contre-attaquait avec l'acharnement d'une lionne blessée. Elle a publié un communiqué dans Le Monde, accusant un ancien associé rancunier, moi, bien sûr, de harceler le couple. La vengeance n'a pas sa place dans notre société moderne, écrivait-elle, signant de son nom de jeune fille pour plus de pathos. Les féministes ont mordu à l'hameçon, manifestant devant la banque avec des pancartes « Stop au harcèlement post-prisonnier ». Victor, en bon opportuniste, a fait profil bas, mais j'ai vu ses yeux dans les interviews. La peur, mêlée à une ruse qui mijotait. J'ai décidé d'accélérer. Un plan plus audacieux, infiltrer leur cercle intime. Grâce à un faux profil sur LinkedIn, Antoine Moreau, consultant en art, j'ai décroché un rendez-vous avec Élise pour investir dans sa galerie relancée. Elle m'a reçu dans son bureau lambrissé, entouré de toiles criardes qui hurlaient leur modernité. Sans sa beauté fanée par les ans, elle était toujours Élise. Lèvres pulpeuses, chignon impeccable, un collier de perles qui avait appartenu à ma mère. Monsieur Moreau, quel plaisir! Dites-moi, qu'est-ce qui vous attire dans l'art contemporain? J'ai souri, citant Baudelaire pour la flatter, la beauté est toujours bizarre. Elle a ri, un rire cristallin qui m'a transpercé comme un poignard. Pendant 1 heure, nous avons parlé de Monet et de ses nymphéas, comme au bon vieux temps. Puis, subtilement, j'ai glissé, j'ai entendu parler de vos épreuves récentes. Un marivolage, un scandale financier. La vie est un théâtre cruel, n'est-ce pas? Ses yeux se sont assombris. Vous êtes bien informé, monsieur. Mais les trahisons se paient, un jour ou l'autre. Était-ce une menace? Ou un aveu? Le soir même, j'ai piraté son téléphone via mon cousin. Des messages enflammés à un amant italien, des transferts d'argent vers des comptes louches. Élise n'avait pas changé, toujours à chasser le next big thing. Mais le twist? Parmi les SMS, un échange avec Victor datant de ma libération, il est de retour. Et s'il savait pour l'accident? Accident. Le mot m'a gelé le sang. Quel accident? J'ai fouillé plus profond, contactant un flic corrompu à la brigade financière. La réponse est arrivée par mail crypté. En 2016, peu après mon incarcération, Victor avait heurté un piéton ivrogne sur la Nationale 7, près de Lyon. L'homme était mort sur le coup. Au lieu de s'arrêter, Victor avait fui, laissant Élise falsifier les preuves, un alibi en béton, avec des témoins payés. Gánh tội thay. Encore. Victor m'avait fait porter le chapeau pour la fraude, et maintenant, je découvrais qu'il avait un squelette bien plus sale dans son placard. L'homme mort? Un SDF, un certain Marcel, ancien employé de la banque que j'avais licencié pour vol. Ironie du sort. Victor l'avait recruté pour ses talents en blanchiment, puis abandonné comme une vieille chaussette quand ça avait mal tourné. Élise avait couvert, bien sûr, en échange d'une part des gains. Ils étaient complices jusqu'à la moelle, un duo infernal dansant sur les tombes des autres. La rage m'a consumé. J'ai roulé jusqu'à Deauville sous une pluie normande qui fouettait le pare-brise comme des lanières. La villa de Victor était un bunker moderne, vitres blindées et caméras de surveillance. J'ai escaladé le mur du jardin, masqué par l'orage, et me suis glissé par une fenêtre mal fermée. Il dormait, ronflant comme un phoque repu, Élise à ses côtés. Non, attendez, Élise était à Paris. Une autre femme? Non, un oreiller. Pathétique. J'ai approché le lit, un couteau de cuisine volé à Fatima serré dans ma paume. Victor, ai-je murmuré. Il s'est réveillé en sursaut, les yeux écarquillés. Lucien? Comment. Avant qu'il ne crie, j'ai plaqué ma main sur sa bouche. L'accident. Marcel. Parle. Il a hoché la tête frénétiquement,
les larmes coulant. C'était un accident, je te jure. Il a sauté devant la voiture, saoul comme un cochon. Élise a dit qu'on devait partir, que la police ne croirait pas un banquier contre un clodo. Mensonge. Les preuves montraient qu'il roulait à 140 km/h, drogué au coq. Et moi? La fraude? C'était pour me protéger, hein? Il a secoué la tête. Élise. Elle t'a haï depuis le lycée. Tu étais trop parfait, Lucien. Elle voulait te briser pour se sentir vivante. Révélation. La trahison n'était pas seulement financière, c'était personnel, viscéral. Élise m'avait épousé pour me détruire, un plan ourdi sur des années, avec Victor comme marionnettiste. J'ai pressé le couteau contre sa gorge, sentant la peau céder légèrement. Finissons en. Mais alors, un vertige m'a saisi. Ma main. Elle traversait sa chair? Non, impossible. Victor a hurlé, appelant les gardes. J'ai fui dans la nuit, le cœur battant, ou du moins, ce que j'en croyais. De retour à Paris, les murmures se sont intensifiés. Dans le métro bondé de la ligne 4, des voix invisibles. Tu es mort, Lucien. Mort en cellule, en 2018. Empoisonné par un codétenu payé par elle. Mort? J'ai ri, un rire hystérique qui a fait reculer les passagers. Mais les preuves s'accumulaient. Pas de bulletin de père et sang, pas d'empreinte digitale sur les verres de Fatima. Un arrêt à la bibliothèque François Mitterrand. Les archives judiciaires mentionnaient ma mort subite en prison, un suicide présumé. Élise et Victor avaient hérité de tout. Ma fortune, mon nom effacé comme un graffiti malvenu. J'étais un fantôme. Et la vengeance? Elle prenait un sens nouveau. Pas chair contre chair, mais esprit contre âme damnée. J'ai décidé de frapper fort. Une lettre anonyme à la veuve de Marcel, avec les preuves de l'accident. Elle a porté plainte, et le scandale a éclaté, le banquier tueur sur route. Victor arrêté, menotté devant les flashs des paparazzi à la sortie du tribunal. Élise, seule, a tenté de se suicider, ou de le simuler. Avalant des barbituriques dans sa baignoire en marbre. Sauvée in extremis, elle a murmuré à l'hôpital. C'est lui. Le mort qui revient. Les médias en ont fait leur chou gras. Le spectre de la fraude hante Paris. Les intellectuels débattaient sur Twitter, pardon, X, vengeance post-mortem, justice ou malédiction. Moi, invisible, je savourais. Mais Victor, en cellule, m'apparaissait en vision. Termine là, Lucien. Pour nous deux. Était-il mort aussi? Ou étais-je fou? Le point de non-retour approchait. Une confrontation finale, au Père-Lachaise, parmi les tombes de Proust et Oscar Wilde. J ai attiré Élise, via un message spectral sur son phone, « Rejoins-moi au tombeau de Balzac. » Pour le pardon. Elle est venue, seule, un manteau noir flottant comme un linceul. « Lucien, c'est toi. » Sa voix tremblait, pour la première fois authentique. « Je sais tout. L'accident, la fraude, le poison en prison. » Elle s'est effondrée à genoux, pleurant sur les feuilles mortes. « Pardonne-moi. C'était la peur, l'ambition. Victor m'a forcé. » Mensonge final. Je me suis approché, sentant mon corps se dissoudre en brume. Tu m'as tué, Élise. Et maintenant, je te hante. Elle a levé les yeux, horrifiée. Tu es mort. Oui. Et la lame invisible de ma rage s'est abattue. Le Père-Lachaise est un royaume des ombres, un jardin gothique où les âmes françaises viennent expier leurs péchés littéraires. Les statues de marbre veillent sur les intrigues amoureuses et les duels oubliés. Et ce soir d'octobre 2025, sous une lune voilée par les nuages, il était le décor parfait pour ma confrontation. Élise avançait d'un pas hésitant sur l'allée gravillonnée, sa lanterne tremblotante jetant des ombres dansantes sur les épitaphes. Elle portait une robe noire simple, sans bijoux, comme si elle se préparait déjà à un deuil. « Lucien » appelait-elle doucement, sa voix se brisant sur les syllabes de mon nom. J'étais là, tapi derrière le mausolée de Chopin, mon essence spectrale frémissant d'anticipation. Quand elle est passée devant moi, j'ai surgi, ou du moins, j'ai tenté de le faire. Mon corps, ce vestige éthéré, ne projetait pas d'ombre, mais elle m'a senti. Un frisson l'a parcouru, et elle s'est retournée, les yeux écarquillés. « Montre-toi. Si c'est toi, montre-toi, salaud. » La vulgarité contrastait avec son élégance habituelle, révélant la roturière en elle, celle que j'avais aimée autrefois pour sa fougue. J'ai parlé, ma voix un murmure porté par le vent. « Je suis là, Élise. Partout. Dans tes rêves, dans tes regrets. » Elle a reculé contre une pierre tombale, serrant son châle comme un bouclier. « C'est impossible. Tu es mort. » J'ai vu le certificat,
payer le fossoyeur pour un enterrement discret. Discret. Comme notre mariage l'avait été somptueux. Les souvenirs affluaient. Notre nuit de noces à l'hôtel Lutetia, champagne Dom Pérignon et promesses éternelles. Pourquoi, Élise? Pourquoi m'as-tu trahi? Elle a ri, un rire amer, hystérique. Parce que tu étais ennuyeux, Lucien. Un banquier honnête dans un monde de requins. Victor, lui, vivait. Il prenait des risques, il me faisait vibrer. Et la fraude? C'était son idée, mais j'ai suivi parce que tu refusais de plier. Tu aurais pu être riche, vraiment riche, mais non, tes principes de petit bourgeois. Ces mots étaient des flèches empoisonnées, chacune touchant une plaie ouverte. Petit bourgeois. Moi, qui avais lu Sartre en prison, qui citait Camus sur l'absurdité de l'existence. Mais elle avait raison, en partie. J'avais été l'idéaliste, le garde-fou moral dans leur jeu dangereux. Et Marcel? L'accident? Ai-je pressé, ma voix se durcissant. Elle a baissé les yeux, des larmes coulant sur ses joues poudrées. Victor roulait comme un fou. J'étais au téléphone avec lui disant de ralentir. Mais il a ri, et puis... Le choc. On a paniqué. Laissé le corps là, sur la route. C'était un rien du tout, Lucien. Qui s'en souciait? Un rien du tout. Comme moi, maintenant. La colère spectrale bouillonnait, et pour la première fois, j'ai pu la toucher, ou du moins, influencer le monde des vivants. Une branche morte s'est détachée d'un arbre centenaire, s'abattant près d'elle avec un craquement sinistre. Elle a hurlé, trébuchant en arrière. « Arrête. C'est toi qui fais ça. » Oui. Et plus. Les corbeaux se sont mis à croasser, un cœur macabre, tandis que le vent hurlait des vérités qu'elle refusait d'entendre. Tu m'as empoisonné, Élise. Payé un détenu pour verser l'arsenic dans mon rata. 10 ans de ta vie pour mes 20 millions. Et Victor? Il savait, n'est-ce pas? Il a ri en lisant l'avis de décès. Elle s'est relevée, le visage tordu par une rage qui miroire la mienne. Et alors? Tu méritais de crever. Tu étais un boulet, Lucien. Avec toi, on végétait dans la médiocrité. Victor et moi, on a bâti un empire sur tes cendres. Empire. La galerie à moitié vide, les dettes qui s'accumulaient, Victor en tôle pour homicide involontaire, quel empire! Mais sa conviction était contagieuse, presque admirable dans sa monstruosité. C'est là que le doute m'a assailli. Étais-je le vengeur légitime ou un monstre jaloux ressuscité par l'amertume? Soudain, des sirènes. Quelqu'un avait appelé la police. Un gardien du cimetière, alerté par les cris. Élise s'est enfuie, courant vers la sortie comme une biche traquée, mais pas avant de lancer par-dessus son épaule. « Tu ne peux rien me faire, fantôme. Tu n'es qu'une ombre. » Elle avait raison. Ou tort. Cette nuit-là, de retour dans mon studio, j'ai fouillé les archives en ligne, accédant à des forums occultes parisiens, ces cercles ésotériques du quartier latin qui mêlent vaudou haïtien et spiritisme français. Un médium, une vieille bohémienne nommée Madame Zara, promettait des séances pour communier avec les défunts. J'ai pris rendez-vous, ou du moins, j'ai envoyé un message via un compte proxy. La séance eut lieu dans une arrière-salle enfumée de la rue de la Huchette, entourée de cristaux et d'encens qui piquaient les narines, si j'en avais encore. Madame Zara, une femme d'une 60aine d'années aux yeux perçants comme des éclats de verre, m'a fixé à travers sa boule de cristal. « Vous n'êtes pas vivant, monsieur. Votre aura est un vide hurlant. » Direct, à la manière des Parisiens qui détestent les faux-semblants. Elle m'a raconté mon histoire. Mort en 2018, mais mon esprit, trop attaché à la vengeance, refusait de passer. En France, les fantômes sont des poètes maudits, comme Rimbaud sans sa jambe. Vous devez achever votre cycle ou vous errez éternellement. Aikver. Facile à dire. Le lendemain, les nouvelles étaient explosives. Victor, en détention provisoire à Fresnes, s'était suicidé. Pendaison avec une ceinture Hermès, ironie cruelle. Sa lettre d'adieu accusait Élise. Elle m'a poussé à tout. La fraude, l'accident, le poison. Libérez-moi de son emprise. Les chaînes d'infos en boucle, débats enflammés sur CNews, où des chroniqueurs de droite hurlaient « Justice divine » et les gauchistes « Complot capitaliste ». Élise, interrogée comme suspecte, niait tout, mais ses yeux trahissaient la panique. Elle fuyait les paparazzis, se terrant dans un hôtel discret du 16e. Moi, j'exultais, mais un vide grandissait. Victor, mon bourreau et mon allié spectral, parti. Était-ce ma faute? Avais-je poussé sa main? Madame Zara m'avait prévenu. Les vengeances des morts corrompent les vivants, mais rongent l'âme du vengeur. Rongeait. Je sentais mon essence s'effilocher, des flashs de ma vie d'avant.
les dimanches à Versailles avec Élise, les parties de pétanque avec Victor sous les platanes de la place des Vosges. Était-ce vraiment de la trahison, ou simplement la voracité du monde? J'ai décidé de la confronter une dernière fois, mais pas seul. J'ai invoqué ce qui restait de Victor. Un rituel bancal appris sur un site occulte, avec du sel de mer et du vin rouge versé en libation. Dans le studio, à minuit, son visage est apparu dans le miroir fêlé, pâle, suppliant. « Lucien, ne la tue pas. Elle porte notre enfant. Le tien, pas le mien. » Twist. Élise enceinte? 2 mois? Impossible, j'étais mort. Ou, avant? Les calculs temporels, ma libération fantomatique datait de 8 mois. Non, le spectre mentait peut-être. Ou Élise avait trompé Victor avec un souvenir de moi. La tension montait, un crescendo wagnérien dans l'opéra de ma damnation. J'ai suivi Élise jusqu'à une clinique privée du boulevard Saint-Germain, où elle subissait un examen. À travers les murs, oh, les joies de l'intangibilité, j'ai entendu le médecin. « Félicitations, madame. C'est un garçon. Tout va bien. » Un garçon. Mon fils? La révélation m'a cloué sur place, un tourbillon d'émotions, joie paternelle, fureur possessive, doute existentiel. Était-ce la mienne, conçue dans un rêve post-mortem, ou un dernier mensonge d'Élise pour s'acheter une conscience? Victor spectral a ri, un rire échoant. Achève-la, ou joins-toi à nous. Les damnés de Paris sont légion. J'ai refusé. Pour l'instant. La vengeance bifurquait, non plus destruction, mais possession. J'allais la forcer à élever l'enfant dans la culpabilité, à lui raconter l'histoire vraie chaque soir. Un châtiment subtil, français jusqu'à la moelle. Mais Élise, rusée comme un renard, contre-attaquait. Un article dans Libération, ma vie hantée par un mort, témoignage d'une veuve en deuil. Elle se posait en victime, théâtrale, appelant à une loi contre le harcèlement spectral. Les psys débattaient, les prêtres exorcisaient en direct sur YouTube. Paris, ville des Lumières, s'illuminait de superstition. Et moi, au centre, un fantôme qui doutait. Paris en hiver est une amante cruelle, le froid mordant les os, la brume enveloppant les secrets comme un voile de deuil. Après la révélation de la grossesse d'Élise, mes nuits se sont muées en veille agitée, errant le long de la Seine gelée, où les péniches lavoirs fantômes glissaient comme des souvenirs noyés. L'enfant, mon enfant, changeait tout. La vengeance, ce fil rouge qui m'avait ramené des limbes, se nouait maintenant en un nœud gordien. Tuer la mère, ou la laisser vivre pour hanter l'héritage. Victor, de plus en plus faible dans ses apparitions, me harcelait. « C'est le tien, Lucien. Testé par ADN en secret. Elle te l'a caché pour te voler la paternité même dans la mort. » Était-ce vrai? Les esprits mentent-ils, ou les vivants plus encore? Élise, sentant le filet se resserrer, avait fui la capitale pour un chalet isolé en Normandie, près d'Étretat, là où les falaises blanches défient la Manche comme des défis à l'éternité. J'y suis allé, spectral voyageur, me matérialisant dans les courants d'air salin. Le chalet était modeste, un refuge bourgeois avec cheminée et tapis persan, où elle se terrait avec une gouvernante et un chat siamois nommé Baudelaire. Je l'observais par les fenêtres embuées. Elle lisait des romans de Zola, caressant son ventre arrondi, murmurant des berceuses provençales apprises de sa grand-mère. Ton père était un héros, petit. Un homme qui a tout sacrifié pour l'honnêteté. Héros. Le mot me faisait grincer des dents, si j'en avais. Une nuit de tempête, j'ai frappé. Pas physiquement, mes pouvoirs grandissaient, mais restaient subtils. Objet qui bouge seul, murmure qui glace le sang. La porte s'est ouverte d'elle-même, laissant entrer un courant d'air hurlant. Élise s'est redressée dans son lit, une chandelle à la main. Encore toi? Laisse-moi en paix, Lucien. L'enfant. Il a besoin de moi. Besoin. Ironie. Comme j'ai eu besoin de toi en prison. Ai-je répondu, ma voix tonnant comme le tonnerre dehors. Elle a allumé toutes les lumières, tremblante. Écoute-moi. L'enfant est de toi. Une nuit, juste avant ton suicide. Tu étais si vulnérable, si amoureux. J'ai voulu te le dire, mais Victor. Il a tout gâché. Victor. Toujours lui, le pivot de notre triangle infernal. Elle a sorti une lettre jaunie d'un tiroir, la lisant à voix haute. Ma propre écriture, datant de 2017, implorant son pardon pour une dispute futile. Tu vois, tu m'aimais encore. Et moi, j'ai trahi parce que j'avais peur de l'aimer trop. Pathos. Mais ses larmes semblaient réelles, salées comme la mer en furie. Pour la première fois, je sentis une fissure dans mon armure spectrale. Et si la trahison était mutuelle? J'avais ignoré ses signaux, son ennui croissant lors de nos dîners fades, préférant les chiffres aux caresses. Pourtant, la malfaisance l'emportait.
Marcel? L'arsenic? Ai-je grondé. Elle a hoché la tête, vaincue. Victor a payé le détenu. J'ai fourni le poison, acheté à un apothicaire de Belleville. C'était pour l'argent, pour recommencer à zéro. Sans toi, le boulet. Boulet. Le mot résonna, et avec lui, une rafale qui fit voler les rideaux, éteignant les bougies. Dans l'obscurité, elle hurla, et je vis, ou crus voir, l'esprit de Victor se matérialiser, un sourire spectral aux lèvres. Pousse-la, Lucien. Du balcon. Les falaises sont proches. Hésitation. Le vent hurlait des dilemmes moraux, dignes d'un Sartre en crise existentielle. Tuer Élise, orpheliner l'enfant, la laisser vivre, perpétuant le cycle de mensonges. Les médias, entre-temps, bouillonnaient. Un podcast viral, Le fantôme de la banque, spéculait sur mon retour comme une malédiction capitaliste. Des influenceurs gauchos appelaient à exorciser le système, tandis que les conservateurs y voyaient la vengeance divine contre la décadence morale. Paris se divisait, comme lors des émeutes de 2005, en factions hurlantes sur les réseaux. J'ai choisi le chaos. Le lendemain, Élise a reçu un colis, des photos de l'accident de Marcel, reconstituées par mon hacker cousin, avec une note « Confesse, ou l'enfant saura qui tu es ». Paniquée, elle a craqué lors d'une interview exclusive à France Inter. Oui, j'ai participé. La fraude, le suicide forcé. Victor est mort par culpabilité, et moi. Je porte le fruit de mes péchés. Aveu. Le monde a basculé. Arrestation immédiate, menottes cliquetant sous les flashs. Je veux que mon fils vive libre, a-t-elle crié en montant dans le fourgon. Libre. Ironie suprême. Mais le twist se préparait. Madame Zara m'a contacté via un rêve. L'enfant n'est pas le tien, Lucien. Élise ment. C'est de Victor, conçu pour te narguer. Rage renouvelée. J'ai volé jusqu'à la prison de Rennes où on l'avait transférée, infiltrant les couloirs humides. Elle était en cellule, brisée, lisant la Bible. Oui, la Bible, dans un élan de repentance tardive. Tu as gagné, murmura-t-elle en me sentant. Prends-moi. Laisse l'enfant. Tentation. Mais non. La vraie vengeance serait de la laisser pourrir, mère coupable face à un fils qui la haïrait. Victor apparut alors, clair comme jamais. Attends. Écoute. Il révéla le secret ultime. En prison, avant ma mort, j'avais été approché par Ivanov. Pas pour la fraude, mais pour un meurtre. Tu Élise et je te libère. J'avais refusé, mais Victor avait accepté le contrat en mon nom, me faisant passer pour le tueur. L'arsenic, une mise en scène pour couvrir leurs traces. J'étais innocent. Complètement. La trahison était un échafaudage de mensonges, conçu pour me briser dès le début. Hébété, j'ai fui la cellule, errant vers Paris. Les lumières de la tour Eiffel scintillaient comme un phare moqueur. Qui étais-je, sinon le fruit de leur manipulation? La vengeance, ce feu qui me consumait, vacillait. Était-ce justice ou folie? Le dénouement s'est joué sous les yeux indifférents de la ville lumière, dans un théâtre improbable. Le tribunal de grande instance de Paris, où les juges en toge noire rendent des verdicts comme des oracles antiques. Élise y était traînée, menottée mais digne, son ventre proéminent sous la robe de prison grise. Les débats faisaient rage. Avocats en perruque poudrés citant le code pénal, procureur hurlant « meurtre au premier degré par procuration ». Les médias, affamés, transformaient le procès en cirque romain. La veuve noire de la finance, titrée Paris Match, avec des photos d'Élise en noir et blanc, regard hanté. Moi, invisible jury, planais au-dessus de la salle, mon essence se dissipant comme de la fumée de cigarettes gitanes. Victor, à mes côtés spectraux, murmurait « laisse-la condamner ». Puis « libère-toi ». Libéré. Le mot sonnait comme une libération conditionnelle éternelle. Pendant les audiences, les secrets jaillissaient comme du champagne bouché. Témoignages de codétenus sur l'arsenic, expertise ADN confirmant que l'enfant était de Victor, un dernier coup de poignard post-mortem. Élise, au banc des accusés, alternait effondrement et éclat de défi. J'ai aimé Lucien, à ma façon. C'était un monde cruel, et nous avons survécu. Survivre. À quel prix? Le jour du verdict, une foule compacte assiégeait le palais. Féministes scandant « Libérez Élise, victime du patriarcat financier ». Nationalistes criant « À mort la traîtresse ». Le juge, un homme sec comme un crouton rassis, a lu la sentence. 20 ans ferme, sans remise. La Cour reconnaît l'aggravation morale due à la préméditation et à l'abus de faiblesse. Élise s'est affaissée, un cri primal échappant de ses lèvres. Dans la confusion, notre dernier face-à-face spectral. Tu as gagné, Lucien.
Hante-moi en enfer. Mais l'enfer, c'était ici, sur terre. Pourtant, le twist final, celui qui diviserait les âmes pour des générations, survint cette nuit-là, au chalet normand où l'enfant naîtrait bientôt. J'y suis allé, une dernière fois, matérialisant assez pour caresser le berceau vide. L'enfant, prénommé Lucien par ironie cruelle d'Élise, naîtrait orphelin de père, mais avec un legs maudit, une lettre que j'ai dictée à Madame Zara, à postère à ses 18 ans. Ton père n'est pas mort en vain. Il t'a vengé avant ta naissance. Vengeance ou malédiction. Les lecteurs, si on en trouvait, débattraient, héros tragique ou monstre égoïste. Victor s'est estompé le premier, un sourire apaisé. Merci, frère. On se reverra aux Champs-Élysées infernaux. Moi, au lever du soleil sur Étretat, je sentis le tiraillement, la lumière m'appelait, un tunnel blanc comme les falaises. Résistance. Une dernière action, un don anonyme à la veuve de Marcel, assez pour fonder une association contre les accidents routiers. Geste tardif, presque chrétien dans ce paganisme français. Puis, le choix. Rester, hanter l'enfant comme un gardien jaloux, ou partir, laissant la vengeance s'estomper comme un mauvais rêve. J'ai choisi la paix. Ou l'illusion. En m'élevant, Paris rapetissa, la Seine serpentant comme une veine argentée, Notre-Dame bossue sous son échafaudage éternel. Étais-je vengé? Oui, mais à quel coût? Élise croupirait, Victor jugé par les ombres, l'enfant grandirait avec un fantôme dans les gènes. Et moi, Lucien Duval, banquier, mari, spectre, je m'évanouis dans l'aube normande, murmurant un dernier mot, adieu. Où était-ce au revoir? En France, les fins sont toujours ambiguës, prêtes à ressusciter pour un bis. La vengeance, finalement, n'appartient pas aux morts, mais aux vivants qui la portent comme une croix chic.